C'est un lieu tenu secret par les forces de l'ordre. À quelques mètres des pistes de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Ici, les voyageurs arrivent sous escorte. Ce matin, ils sont 5, des Roumains arrêtés en situation irrégulière. Apparemment, vous n'avez pas les papiers suffisants pour rester sur le territoire français. Donc vous retournez en Roumanie. Dans quelques minutes, ils seront expulsés par avion vers leur pays d'origine. L'État préfère parler d'éloignement forcé. La Roumanie ne fait pas partie de l'espace Schengen. La France impose à ses ressortissants d'avoir un permis de travail ou un titre de séjour pour rester plus de 3 mois sur le territoire. Parmi eux, un homme est particulièrement surveillé. Il s'appelle Lionel, il a 33 ans et sort de 4 mois de prison après une condamnation pour vol. C'est la 2e fois qu'il est reconduit à la frontière. Il est jugé à risque par les policiers. Il est pris en charge par l'UNESI, unité d'escorte spécialisée dans les reconduites aux frontières. La fouille est minutieuse. Chaque partie du corps, chaque vêtement est inspecté. C'est un magnétomètre en fait, pour détecter s'il y a du métal au niveau des chaussures, des habits, des vêtements. Même un simple stylo lui est enlevé. Ça peut être une arme par destination, il peut se blesser ou blesser un des escorteurs. Donc on va lui mettre dans sa fouille et on lui restituera plus tard. Certains cachent parfois des lames de rasoir, non pas pour s'en prendre aux policiers, mais pour s'automutiler. Des gestes extrêmes, désespérés, comme en attestent ces photos transmises anonymement par des policiers. À partir du moment où une personne se blesse, on n'a pas la possibilité de l'éloigner. Donc c'est des personnes qui s'automutilent pour éviter d'être éloignées. Toutes les étapes sont sensibles. Nous, notre objectif, c'est que de bout en bout, tout se passe tranquillement, correctement et sans risque particulier. Voilà. Le risque zéro n'existe pas, en tout cas on essaie de le limiter au maximum. C'est quoi toi? On est obligé de mettre les menottes quand on va aller sur les pistes. Ouais, on va la mettre très large. Et si vraiment c'est trop serré, on va mettre 2 menottes, tu sais, pour que les bras puissent bouger derrière. Pour que ça soit bien. On mettra large, ok? On entame le dialogue avec la personne, on va apprendre à le connaître justement, connaître son état d'esprit. C'est de la psychologie, c'est de l'observation aussi, c'est un petit peu de tout. Il faut doser, jauger surtout l'individu à tous les niveaux pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc on va partir d'ici à peu près 20 minutes. Ok, 20 minutes. Alors, à partir d'ici, on va monter dans un véhicule de police. Vous venez avec moi là? Oui, voilà. On va monter dans l'avion avec vous. Chaque déplacement est fortement encadré. 5 policiers pour un seul homme. On va au niveau du pied de l'avion directement. On a un accès réservé, il y a un portail juste derrière pour accéder directement sur les pistes. L'expulsion se fait à bord d'un vol commercial classique, mais ceux qu'on appelle les reconduits embarquent directement depuis la piste. La police veut éviter tout face-à-face avec les autres voyageurs. Ils ne nous voient pas travailler, ils ne nous voient pas, entre guillemets, monter les personnes. Au moins, s'il y a des récalcitrants, ça évite qu'ils puissent un petit peu se faire des soulèvements de cabine, comme on dit. Un soulèvement de cabine, comprendre un mouvement de protestation des voyageurs contre l'expulsion d'une personne. Ça arrive souvent sur les vols un peu compliqués, les vols Afrique notamment, ça peut arriver, il y a une grosse cohésion des Africains, donc souvent effectivement ils le prennent effectivement très mal. Bon voilà, notre rôle c'est nous de dédramatiser la situation, de dire voilà, on a un reconduit, mais on reconduit dans le monde entier. Il faut d'abord convaincre l'équipage. S'il estime que les reconduits présentent un risque pour la sécurité du vol, le commandant de bord peut refuser leur embarquement. Bonjour, on est d'Unisie, donc les reconduites à la frontière. Oui. On va avoir 2 départs sur le vol, okay, pas de problème particulier, ils ont été plutôt cool avec les escorteurs, pas de souci, d'accord. On restera avec ma collègue à bord. Le temps de l'embarquement, on ira voir les passagers s'il y a des problèmes ou quoi que ce soit. Pour pas qu'il y ait d'émeutes ou... Je vous laisse pas seul là-dessus. D'accord, ok, ça marche. En tout cas, merci de nous accueillir en tout cas. Écoutez, on va voir comment ça se passe, au mieux j'espère. Merci. Merci à vous. C'est la première fois pour vous? Oh, du tout, non, c'est assez fréquent. Simplement, c'est pas forcément ce qu'on préfère en tant que personnel commercial, mais bon, ça fait partie du métier. Mais clairement, on préfère les vols sans ce genre de passagers à bord. Et pour eux et pour nous. C'est bon, on y va.
L'heure du décollage approche. Les 5 Roumains sont embarqués à l'arrière de l'appareil. C'est maintenant au tour de Lionel, le moment le plus délicat pour les hommes de la PAF. On assure la sûreté maximum. C'est quoi le risque? C'est qu'ils se cognent la tête sur la porte, qu'ils se jettent par terre, qu'ils sautent par-dessus la passerelle. Cette fois, l'embarquement se passe sans difficulté. Mais une fois sur 4, le reconduit parvient à s'opposer à son expulsion. On va attendre le décollage de l'avion tranquillement. On va continuer à discuter avec le reconduit, voir si tout se passe bien, s'il a besoin de rien, pour que son éloignement soit sans sécurité, dans la nôtre aussi, celle des passagers. Pendant tout le vol, 2 policiers resteront assis à côté de Lionel, jusqu'à son arrivée à Bucarest. Du 1er janvier au 31 octobre dernier, 13 663 clandestins ont été expulsés par la France. C'est seulement 13% des 100 000 personnes contrôlées en situation irrégulière. Pourquoi un chiffre aussi bas? Comment l'État gère-t-il ce qu'on nomme les sans-papiers? Au-delà des discours et des polémiques, quelle est la vérité sur les expulsions? Diakaria Keïta échappe lui depuis 9 ans à l'éloignement sous contrainte. Il est arrivé du Mali en 2012, après avoir traversé le désert, la Libye, puis la Méditerranée. En 2014, sa demande d'asile est refusée. Les autorités lui donnent alors 1 mois pour quitter le territoire. Salut le futur. Ouais, futur maire de Aubervilliers. Mais il n'est jamais parti. Ouais, ça va, alhamdoulilah, on est là, hein. Et toi, tranquille. Désormais, il a un logement, un emploi qui lui permet de faire vivre une quinzaine de personnes au Mali. Ça dit quoi? Ça fait longtemps que je travaille ici, donc tout le monde me connaît. Donc voilà, c'est mon quartier aussi, donc j'y travaille des années. Diakaria est toujours en situation irrégulière et reste à la merci du moindre contrôle d'identité, même s'il se sent protégé sous son uniforme d'agent d'entretien. Il y a un policier à moto juste à côté de lui. Avec la moto, quand tu portes cette tenue-là, tu peux passer devant les flics. Parce que là, la tenue que j'ai portée là, la police respectait cette tenue-là. Mais hors du travail, si je n'ai pas le tenue, je vais avoir le peur. Diakaria a déjà été arrêté en rentrant du travail. Il reçoit alors une OQTF pour obligation de quitter le territoire français. Une nouvelle fois, il a 1 mois pour partir. Il n'en fait rien. Le jeune homme n'a aucune intention de retourner au Mali, un pays qui, selon lui, n'offre aucune perspective. Si je ne suis pas là, comment ma mère elle vit? S'il y a des problèmes, même si j'ai des frères là-bas, même si je tombe malade, c'est eux qui m'appellent, c'est moi qui envoie l'argent. Si j'étais au Mali, je peux pas, qui va régler? C'est impossible. Moi, je suis venu pour sacrifier, travailler, envoyer au père. C'est ma fierté, dignité. Je travaille. Pourquoi Diakaria n'a-t-il pas été contraint à partir? En France, un clandestin arrêté n'est pas systématiquement expulsé. Ce sont les autorités qui décident qui devra partir. La loi impose des conditions à remplir. Lorsqu'une personne est contrôlée sans papier en Île-de-France, son dossier est transmis à la préfecture de police de Paris. C'est dans ces services que sont prononcées les obligations de quitter le territoire. Julien Marion est le nouveau préfet délégué à l'immigration. C'est lui qui met en œuvre la politique du gouvernement, expulser en priorité les sans-papiers qui troublent l'ordre public. Quelqu'un qui dépose une demande de titre de séjour et à qui on refuse cette demande de séjour, mais qui par ailleurs se tient, j'allais dire, de manière tout à fait calme et tranquille, ne représente pas la même menace pour la société qu'un étranger qui commet un crime ou un délit parfois très violent. Et donc dans ce cas-là, eh bien, l'étranger qui est interpellé et qui trouble gravement l'ordre public, il est placé en rétention administrative le temps que l'on prépare et qu'on mette en œuvre sa mesure d'éloignement. La rétention administrative, comprendre un centre dans lequel les personnes sans papier sont privées de leur liberté. Le temps pour la police de préparer leur reconduite à la frontière. En 4 ans, le nombre de places a doublé. 2200 migrants peuvent être retenus dans l'un des 24 centres existants. Nous avons demandé au ministère de l'Intérieur la possibilité d'y filmer. Refus catégorique,
Le sujet est trop sensible. Mais il existe un autre moyen d'y entrer, en accompagnant un parlementaire. Elsa Faucillon est députée communiste dans les Hauts-de-Seine. Elle nous a donné rendez-vous devant le plus grand centre de rétention administrative de métropole, le CRA du Mesnil-Amelot, situé juste à côté de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Bonjour. Bonjour madame, je suis madame Faucillon, députée des Hauts-de-Seine et je souhaiterais visiter le centre de rétention s'il vous plaît. Vous pouvez patienter s'il vous plaît? Oui bien sûr. On doit pouvoir aller en tant que parlementaire exercer ce droit de visite à tout moment sans prévenir. Et donc si jamais un directeur ou une directrice de centre de rétention venait à nous refuser cet accès, il se met en illégalité. La visite commence par la cour de promenade, aujourd'hui désertée à cause du froid. Partout des grilles et des caméras de vidéosurveillance, mais aussi des jeux prévus pour les enfants, car le centre accueille parfois des familles. Il y a eu des nouvelles choses d'installer. Ça y était. Ça y était. Ouais. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une séparation visuelle avec les hommes. D'accord. C'est ça. Ah oui, ici, oui. Ok. Hommes et femmes vivent séparément, comme en prison. Mais ici, on ne parle pas de détenus, ces étrangers sont retenus. Ils n'ont pas le droit de quitter le centre, mais ils sont libres d'aller et venir à l'intérieur. Un système de rétention qui se durcit en cas de violence. Elles sont fréquentes. Des cellules d'isolement sont prévues. Elles sont utilisées quand un détenu a eu un comportement inadapté ou alors parfois en cas de suspicion de Covid. Une pièce de 7 mètres carrés, équipée uniquement d'un matelas et de toilettes. Dans la salle d'à côté, d'immenses tableaux sur lesquels sont inscrits le nom, l'origine et la mesure d'éloignement prise contre les personnes retenues. Après avoir été en partie vidé au plus fort de l'épidémie, le centre est de nouveau plein. 178 personnes y sont retenues. Sur les nationalités, vous diriez qu'en ce moment Maghreb, je dirais. Maghreb, hein, je vois Tunisie, et puis Maroc. aussi, beaucoup. Pas mal. C'est pas mal, c'est la Roumanie. Roumanie. Parce que ils sont plus faciles à expulser, donc il n'y a pas besoin de test PCR. C'est une quarantaine à l'arrivée. D'accord. Vous n'êtes pas obligé de faire passer le test pour les expulser? Pas pour les Roumains. L'État dispose de 3 mois maximum pour organiser leur départ. Mais en réalité, beaucoup savent déjà qu'ils ressortiront libres avant la fin de ce délai. Bonjour. Moi, je m'appelle Elsa, je suis députée. Je suis élue. Vous voyez ce que c'est, députée? Non, c'est à l'Assemblée nationale. Je viens voir comment... Mais là, on n'est pas bien. Pour vous dire la vérité, on n'est pas bien. On est enfermés comme des chiens. Ça vous ennuie de me montrer là où vous dormez? Venez. Élu la caméra. Venez. Entrez. Allez-y. Merci. Attention à la cigarette. Je peux m'essuyer les pieds là? Non, c'est pas grave. Bah si, bien sûr que oui. On dirait un squat, mais bon. Donc là, c'est pour 2, c'est ça? Oui, elle dort par terre parce qu'elle n'arrive pas à monter avec sa jambe en haut. Parce que D'accord. Okay. Ces femmes sont arrivées ici il y a 1 mois. Elles n'ont pas de papier, elles ont fait de la prison, elles font partie des étrangers que le gouvernement souhaite expulser en priorité. Nezra est arrivée du Maroc avec sa famille alors qu'elle était enfant. En plus, moi je me considère comme une fille d'ici parce que j'ai fait l'école ici, j'ai fait mon apprentissage ici, j'ai grandi ici. Je connais pas le Maroc, j'ai personne au Maroc, je veux faire quoi là-bas? Votre famille, quand elle vient vous voir, elle vous dit quoi là sur le fait que potentiellement vous pouvez vous retrouver au Maroc? Je pose même pas la question parce que c'est... Vous n'avez pas envie d'y penser? J'ai pas envie, je pense pas parce que j'ai mon enfant ici, depuis que j'ai 13 ans je suis ici. Il a quel âge votre fils? Mon fils il a 14 ans. D'accord. Donc là c'est votre maman qui s'en occupe? Bah oui, je l'ai passé pour le moment pendant 4 mois à l'internat. D'accord. Parce qu'elle est maman d'un enfant né en France, Nezra fait partie de ce qu'on appelle les étrangers protégés. Dans son cas, les expulsions sont exceptionnelles. Enita, 21 ans, en est à son 3e passage en centre de rétention depuis sa sortie de prison. Elle est issue d'une famille de réfugiés d'origine bosniaque, au statut très particulier. Qui décidé de vous expulser? Je peux pas parce que j'ai aucune nationalité, ni italienne, ni bosniaque, ni français. C'est obligé qu'ils me forcent de sortir ici. Vous êtes ça ne sert à rien de me laisser galérer comme ça ici. Vous êtes apatride, vous? Vous n'avez pas de nationalité? Non, vous n'avez aucun papier? Sans papier d'identité ni nationalité, impossible de la reconduire à la frontière.
que ces deux femmes-là, aujourd'hui, ça fasse bientôt 1 mois qu'elles soient présentes, n'a aucun sens. Aucun, parce qu'elles vont ressortir. D'accord, donc elles vont avoir été ici pendant 1 mois. Elles vont ressortir. On va les avoir éloignées encore un peu plus d'une installation et d'une intégration, et donc les précariser encore un peu plus. Et de fait, aujourd'hui, en tout cas, selon les critères, temps de présence, enfants scolarisés en France, par exemple, pour cette dame, normalement, elle fait partie des gens qui doivent pouvoir être régularisables. Au revoir. Bon courage. Merci, Depuis le début de l'année, 1/3 des 1500 étrangers retenus ici ont été reconduits dans leur pays d'origine. Les autres ont réussi à faire valoir leurs droits pour échapper à l'expulsion. Tout se joue devant les tribunaux. Au palais de justice de Paris ce matin, 20 personnes retenues en centre de rétention administrative s'apprêtent à passer devant le juge. Ils arrivent sous escorte policière, mais certains ressortiront libres. C'est tout le combat mené par cet avocat. Il y a du stress nécessairement, puisque si on perd, on se dit que dans la journée, le lendemain, 2-3 jours après, la personne peut être éloignée. Maître Berdugo est spécialisé dans la défense des étrangers. Sa mission du jour, faire libérer un travailleur sans papier originaire du Bangladesh. L'homme est en centre de rétention depuis 2 mois, mais la procédure d'expulsion semble au point mort. La difficulté, c'est celle-là. Pas le fait qu'il n'ait pas de titre de séjour, pas le fait qu'on essaye de l'éloigner. Ça, c'est légitime, c'est la loi et c'est l'exercice de la loi. Par contre, la question qui va se poser ce matin est de savoir pourquoi, depuis 2 mois, celui-ci est en rétention, avec le coût que cela génère pour le contribuable français, sans que l'administration ait pu l'éloigner. 2 mois de rétention coûtent en moyenne 18 000 € à l'État. 10h30, l'audience débute. Notre caméra doit rester à l'extérieur. Le destin de son client va se jouer en 10 minutes. Alors c'est gagné. Le juge a considéré que l'administration n'avait pas fait les diligences nécessaires pour justifier qu'elle pouvait continuer cette privation de liberté, donc a décidé de le remettre en liberté. Ça arrive régulièrement que nous gagnons sur ce genre de points, puisque ces difficultés sont des difficultés récurrentes. Elles résultent de la masse de travail de l'administration qui place en rétention massivement et massivement des gens sans être sûr de pouvoir les faire partir. Sur les 20 personnes présentées au juge ce jour-là, 6 obtiendront gain de cause. Libérés, mais toujours menacés d'expulsion, car l'obligation de quitter le territoire reste valide pendant 1 an. Une mesure d'éloignement, elle a pour effet d'insécuriser l'étranger en situation irrégulière. Notre objectif, nous, il est simple, c'est qu'en Ile-de-France et à Paris, aucun étranger qui trouble l'ordre public, quel que soit son statut, ne doit être tranquille. En clair, la préfecture tolère les sans-papiers qui ne troublent pas l'ordre public et accentue ses efforts sur ceux qu'elle juge prioritaires, notamment les délinquants. Dans le nord-est parisien, les autorités ont renforcé les contrôles d'identité. Ils sont quotidiens à Barbès, au lieu du trafic de cigarettes de contrebande. Une partie des vendeurs sont des clandestins, sous la menace permanente d'une arrestation. Hatem a 24 ans. Depuis son arrivée clandestine en France il y a 5 ans, il passe ses journées devant la sortie de métro, à guetter les clients et les descentes de police. Est-ce qu'en ce moment, tu as une obligation de quitter le territoire français? Et t'as pas peur d'être arrêté par la police? J'ai peur. J'ai peur. Mais je fais quoi? Si je travaille pas, je mange pas. Pourquoi t'es venu en France? Pour faire ma vie, pour construire une vie, pour faire une famille. En 2016, il se retrouve en centre de rétention après un contrôle. Pour échapper à son expulsion, lui aussi s'est automutilé. Avec une lame, comme ça. J'ai fait rentrer une avec moi dans les baskets et je l'ai fait. Pourquoi tu étais prêt à te faire mal pour pas rentrer? Pour pas que je vis ce que j'ai vu au bled, pour pas que je revoie les images de bled, tu vois. Pour pas que je galère, quoi. C'est ça. C'est mieux ici? C'est mieux ici. Au point de se faire du mal? Ouais. Malheureusement. Mais cette fois, les blessures sont superficielles. Il est quand même expulsé. Hatem est revenu clandestinement quelques mois plus tard.
Comme lui, ils sont nombreux. Sur les 8 clandestins rencontrés, 3 se sont automutilés pour échapper à l'avion. Avec la lame, on doit te difficile. Tout mon corps, Ça, c'est toi qui t'es fait ça? Pourquoi? On reste ici. On reste ici en France, on va partir à la bled. Mais depuis quelques mois, la peur de l'expulsion s'est réduite. Ce jeune Algérien vient de passer 3 mois en centre de rétention, le délai maximum, sans que la préfecture ne parvienne à l'éloigner. À chaque fois, il m'attrape. Je passe 90 jours, 3 mois, et je sors comme ça. En centre de rétention? En centre de rétention. C'est ma 3e fois, je viens de sortir de 25. Le consulat, ils n'arrivent pas à le connaître. Ils vont me dire qu'il n'est pas d'Algérie. Même il est d'Algérie, il n'a pas de passeport au bled. Si tu n'as pas de passeport au bled, ils ne peuvent pas te renvoyer. 3 séjours en rétention et toujours pas d'expulsion. La conséquence d'un blocage étonnant. L'Algérie s'oppose très fréquemment au retour de ses nationaux, en refusant de délivrer un document indispensable à leur rapatriement. Xavier Driancourt a été ambassadeur de France à Alger. Pendant 8 ans, jusqu'en juillet 2020, il a été en première ligne dans l'organisation des expulsions vers l'Algérie. Pour la première fois, il s'exprime sur ce sujet très sensible. Mes interlocuteurs algériens nous disaient: on n'a aucune raison de reprendre Monsieur X ou Madame Y en Algérie parce qu'il a passé trop de temps en France, donc il a été formé par l'éducation, par les idées françaises, donc c'est votre culture qui l'a mené là où il est arrivé. Mais j'ai entendu cet argument à plusieurs reprises de la part de mon homologue, l'ambassadeur d'Algérie à Paris, de la part des ministres algériens, en disant mais on serait prêt à reprendre davantage d'Algériens en situation irrégulière, à vous aider, mais comprenez, ceux que vous nous renvoyez, ils sont trop imprégnés de votre culture et de votre mode de vie, donc pour nous, ils seront après des gens à problème. L'Algérie bloque, tout comme le Maroc et la Tunisie. 3 pays en tête des demandes d'expulsion. Alors, à l'automne 2020, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se lance dans une tournée diplomatique au Maghreb. À chaque rencontre, la question des retours est mise sur la table. Mais 6 mois après sa visite, le bilan est maigre. La France a demandé 597 rapatriements à l'Algérie. Seulement 22 ont été validés. En septembre dernier, le ministre voit rouge et menace de réduire drastiquement le nombre de visas accordés aux pays récalcitrants. Une partie des compatriotes algériens, marocains, tunisiens qui sont sur le sol français ne sont plus acceptés par ces pays, soit parce que ce sont des personnes qui sont islamistes radicales, soit parce qu'ils sont délinquants, soit parce qu'ils doivent partir tout simplement du territoire national. Et nous, on leur dit, tant que vous ne reprenez pas vos compatriotes, eh bien on n'accepte pas vos compatriotes. Réponse immédiate d'Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, qui cible Gérald Darmanin en l'appelant ironiquement par son 2e prénom. Moussa Darmanin a bâti un gros mensonge. Contacté, l'ambassade d'Algérie n'a pas répondu à nos demandes d'interview. Ces tensions diplomatiques ont encore fait chuter le taux d'expulsion. L'Algérie reprenait un ressortissant sur 2 en 2019. Elle en reprend désormais moins de 5%. Face à la course d'obstacles juridiques et diplomatiques que représentent les expulsions, l'État fait le pari d'une autre méthode. Offrir une somme d'argent aux étrangers qui acceptent de partir volontairement. Ofi, bonjour. Nadira Kemlich travaille à l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vous êtes en zone 12? Oui, on arrive, hein? À tout de suite. C'est les passagers qui ont rendez-vous ce matin pour leur départ pour l'Algérie. Donc ils nous attendent et donc ils nous préviennent qu'ils sont arrivés. Ils sont 25 Algériens, certains sans papier, d'autres en demande d'asile. Oui, on arrive, monsieur, on vient de se garer, on arrive. Bonjour, messieurs. Pour les rapatrier, pas d'escorte, pas de gros bras. Simplement une série de formalités administratives. Vous avez votre test? Pas encore? D'accord. Donc vous mettez de côté? Oui. Tous racontent la même histoire, la traversée de la Méditerranée, l'impasse administrative, la précarité.
Mais eux ne supportent plus la vie de clandestins. Ouais, il est en train de bien dire aux ressortissants algériens, par exemple, que ça sert à rien de venir en France. En France, il n'y a pas l'Eldorado. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils arrivent ici, c'est le début de l'enfer. Les formalités effectuées, les futurs passagers sont prêts à embarquer. À gauche! À gauche! L'OFI prend en charge le billet d'avion. Juste avant l'embarquement, Nadira leur remet de l'argent liquide dans une enveloppe. Donc là, on leur fait signer le document unique qui atteste qu'ils sont d'accord pour partir. Et on leur remet leur pécule. D'accord. Le pécule, ça correspond à quelle somme? 650. 650 €. Tout compris, un départ volontaire coûte 2500 € à l'État, contre près de 14 000 € pour une expulsion forcée. L'année dernière, près de 5000 personnes sont reparties de cette façon. Diakaria Keïta, l'agent d'entretien malien, espère lui bientôt sortir de l'impasse de la clandestinité. Le soir, quand je viens, si je n'ai pas le moral pour aller à la salle, du coup, je fais le pompe. Il peut désormais prouver qu'il a travaillé 4 années en France et n'a jamais eu affaire à la justice. 2 conditions indispensables pour espérer obtenir l'admission exceptionnelle au séjour. C'est pour ça qu'on est venu pour battre, gagner du pain. On ne fait pas les bêtises, boîte de nuit ni rien, non. Je ne connais pas ça. Mais un jour, si j'ai mon papier, j'ai des projets à faire ici. Depuis notre tournage, il a franchi le pas et fait sa demande de régularisation à la préfecture de Seine-Saint-Denis. Il sera fixé d'ici quelques semaines. Selon le ministère de l'Intérieur, il y aurait en France entre 600 000 et 700 000 étrangers en situation irrégulière. Chaque année, environ 30 000 d'entre eux sont régularisés.